Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et voilà, comme vous venez de l'entendre, c'est depuis hier, le mardi 1er août, que les premiers effets de la nouvelle réforme de l'assurance chômage se font sentir. Depuis le 1er février dernier, la durée d'indemnisation chômage de l'ensemble des nouveaux inscrits à Pôle emploi est réduite de 25% en raison d'une situation du marché du travail jugée bonne par le gouvernement, soit un taux de chômage inférieur à 9%. Un demandeur d'emploi qui a cotisé à hauteur de 24 mois, comme vous venez de l'entendre, effectivement, n'a plus le droit qu'à 18 mois d'indemnisation chômage contre 24 mois avant la réforme. Un plancher minimal de 6 mois a toutefois été fixé pour la durée d'indemnisation. Que pensez-vous de cette réforme ? On vous pose la question, pardonnez-moi, sur Twitter. Sur cette réforme du chômage, justement, est-ce que vous trouvez juste de réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi ? Vous êtes à l'écoute de Sud Radio, c'est un bon choix, l'antenne est ouverte, vous le savez, c'est au 0800 26 300 300, n'hésitez pas à réagir. Et on reçoit notre invité Florent Lefebvre, qui est secrétaire général du SIER IDF et délégué du syndicat central CFDT Pôle emploi. Bonsoir Florent Lefebvre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez deviser avec nos trois vraies voix qui, je le rappelle, ce soir sont Pierre-Yves Martin, Joseph Touvenel et Mathieu Hoc. Le gouvernement passe un peu en force. Ça change quoi concrètement ? Ça veut dire que aujourd'hui, celui qui entre à Pôle emploi a moins de temps pour retrouver un travail. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait, c'est ça l'idée. Enfin, c'est l'idée qui a été portée par le gouvernement et l'idée qu'on a essayé de passer, c'est-à-dire que pour favoriser le retour à l'emploi, aujourd'hui, on diminue les droits des demandeurs d'emploi pour forcer le demandeur d'emploi à retrouver un travail plus rapidement. On verra bien si l'idée et la loi qui a été passée portera ses fruits. Mais aujourd'hui, pour nous, l'organisation syndicale que je représente, effectivement, c'est une injustice puisqu'on fait porter, la recherche d'emploi et uniquement le fait de ne pas avoir un emploi sur la faute du demandeur d'emploi. Après, c'est un point de vue du gouvernement. Concrètement, ça commence quand ? Parce que des personnes qui sont par exemple au chômage aujourd'hui, est-ce que ça leur change leur indemnité ? Certains ont une date butoir par exemple, est-ce que ça change ? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a pris effet. La loi date du 21 décembre 2022. Elle a été appliquée à partir du 1er février 2023. Mais comme il y a un décalage de 6 mois, puisque effectivement, tout à l'heure, ça a été dit qu'il y avait un plancher minimum de 6 mois, du minimum de chômage. En fait, on va commencer à voir l'application et les effets de cette loi à partir donc 6 mois plus tard, à partir du 1er février, donc à partir du 1er août. Donc, on va commencer un petit peu à voir les effets de cette loi dans les jours qui suivent. Mathieu Hoc, ça veut dire que quand un demandeur d'emploi ne trouve pas dans son secteur, par exemple parce qu'il est dans une région où il n'y a pas d'emploi disponible dans le secteur où il recherche, il va être obligé de se reconvertir, c'est l'injustice de plus. Sur le cas que vous évoquez, effectivement, c'est plutôt une injustice. Moi, je pense que le gouvernement fait un pari macroéconomique. Il fait le pari qu'a fait l'Allemagne lors des réformes Hartz au début de l'an 2000 ou de ce qu'a fait le Royaume-Uni également, c'est-à-dire réformer le marché du travail puis l'assurance chômage pour pouvoir justement inciter plus vite au retour à l'emploi. En Allemagne, ça a porté ses fruits puisque l'Allemagne était à un taux d'emploi autour de 60% en l'an 2000 et 10 ans plus tard, ils ont 80%. Pour donner un élément de comparaison, en France, nous on est à 66% aujourd'hui. Si notre taux d'emploi augmentait de 15 points, on n'aurait plus de problèmes de dépenses publiques, on serait beaucoup plus capable d'engranger de l'impôt, d'engranger des cotisations sociales. Donc là-dessus, c'est plutôt le pari macroéconomique que fait le gouvernement. Par contre, il va être dépendant aussi du contexte macroéconomique du monde occidental. Parce qu'en l'an 2000, il y avait des perspectives de croissance importantes, là où aujourd'hui, on est plutôt sur un modèle inflationniste. Ouais, alors ce que dit la Première ministre, qui a envoyé une lettre de cadrage aux différents syndicats, il fallait s'y attaquer en période de chômage élevé parce que le niveau d'indemnisation doit être une condition incitative du retour de travail. Donc c'est parce que tout va bien qu'on y va. Joseph Touvenel, est-ce que vous pensez que tout va bien ? Non, mais c'est la bonne question. Ce qui est très intéressant, c'est la théorie semble séduisante. La théorie, c'est la durée d'indemnisation modulée selon le marché du travail. Il y a plus de boulot, on baisse. Ça, c'est très séduisant. C'est le bon sens des énarques. Oui, mais ça n'a aucun sens. Je prends 2 exemples. Vous prenez la Vendée. 5% de taux de chômage, c'est-à-dire c'est le plein emploi depuis déjà plusieurs années. De l'autre côté, vous prenez les Pyrénées-Orientales, près de 12% de taux de chômage.
et vous appliquez la même règle nationale. C'est un peu comme si on décidait qu'en France, vu de l'ENA, vu du ministère des Finances, tout le monde chausse du 41,5 et donc tout le monde doit chausser du 41,5. Eh bien, c'est pas ça. Il y a des problèmes géographiques, il y a des problèmes qui sont liés aussi à des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui embauchent, et là, il y a un vrai problème avec des entreprises qui n'arrivent pas à trouver. Il faut vraiment se poser la question. Et il y a d'autres secteurs d'activité où on n'embauche pas. Mais il y a des gens qui ont des savoir-faire qui correspondent à des secteurs d'activité qui n'embauchent pas. Donc en fait, mettre la même règle pour tout le monde, pour moi, c'est vraiment un non-sens. Et troisième chose, on a les seniors. Quand je me fais virer du monde du travail à l'âge de 55 ans, on peut toujours me venir chanter vous allez prendre la retraite plus tard et vous allez retrouver du boulot parce que je diminue vos indemnités. C'est pas la même chose qu'à 30 ans. Ça fait des chômeurs qui sont plus indemnisés et ça fait des gens qui ont des droits à la retraite qui baissent parce que si je ne suis plus au chômage, j'ai mes droits à la retraite qui baissent. Pierre-Yves Martin, est-ce qu'il faudrait faire, finalement, si on écoute ce qu'on entend autour de cette table, il faudrait faire du sur-mesure, du cas par cas, en fait, et c'est un peu compliqué quand même. Ouais, c'est un peu compliqué, mais je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve que je ne sais pas si la question est trop large et du coup nécessiterait d'être affinée ou si il faut effectivement avoir cette approche de sur-mesure. Effectivement, que ce soit en termes de seniorité, que ce soit en termes de parcours, de compétences, c'est compliqué de mettre la même règle pour, par exemple, un ouvrier qui est sur un bassin d'emploi extrêmement compliqué et qui n'a pas d'autres compétences que celles qu'il a utilisées pendant 30 ans. Et donc du coup il va y avoir un vrai sujet de réemployabilité avec un jeune qui sort d'un grand cabinet d'audit et qui réussit à avoir une rupture conventionnelle pour prendre le temps de vivre et de monter son projet ou je sais pas quoi. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette approche sur mesure. Après, l'autre élément, ça va peut-être faire grincer des dents, et pardonnez-moi par avance, mais peut-être qu'il ne faut pas non plus qu'on oublie la chance qu'on a d'être en France, d'être le pays de la meilleure protection sociale, et que peut-être qu'on n'est pas obligé de crier avant même que quelque chose se soit passé. Voilà. Oui, bon. Alors Florent Lefebvre. Justement, pour rebondir un petit peu positivement, vous aviez une question, cela dit, peut-être. Oui, Florent Lefebvre, sur ce que viennent de dire nos trois vraies voix. Est-ce que aujourd'hui, parce que il y a pénurie d'emplois dans certains domaines, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il est facile de retrouver un travail pour tout le monde ? C'est là la difficulté, c'est effectivement, vous l'avez bien dit, enfin, tout le monde l'a bien dit précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grande disparité des situations, que ce soit géographique ou même des situations, j'allais dire, personnelles des gens. Il y a des métiers dits en tension, ça a été dit tout à l'heure, où effectivement, il y a une vraie recherche d'emploi, où il est facile de trouver un employeur, ou même, j'allais dire, l'employé ou le futur employé est en position de force pour aller chercher, pour chercher un employeur dans des métiers dits en tension, comme ce soit l'hôtellerie-restauration ou alors dans des métiers beaucoup plus, j'allais dire, techniques ou à des capacités, des métiers beaucoup plus recherchés comme quand on est infirmier, on peut choisir très bien où est-ce qu'on veut aller travailler. Voilà, il y a d'autres métiers où effectivement où l'employabilité est beaucoup plus faible et là on se trouve en réelle difficulté et en fait et la question du projet professionnel se pose, à savoir se réorienter sur des métiers où il y a des fortes tensions. Et voilà, c'est cette grande disparité de situation qui donne une difficulté à une réponse uniforme. Florent Lefebvre, pour rebondir justement sur ce que disait aussi Pierre-Yves Martin tout à l'heure, du point de vue un peu plus positif des choses, on en parlait la semaine dernière chez Pôle emploi, vous étiez là au mardi de l'emploi de la semaine dernière, chez Pôle emploi vous avez mis en place quand même un système de reconversion, de suivi des formations, des reconversions professionnelles qui peuvent permettre en fait aux gens qui ne trouvent pas dans leur secteur de suivre des formations pour se reconvertir un peu à tout âge aussi. Tout à fait. Mais je pense que, voilà, comme ça a été dit précédemment également, l'objectif aujourd'hui, c'est, j'allais dire, d'inciter, pour pas dire forcer, c'est d'inciter les demandeurs d'emploi à se réorienter en diminuant, j'allais dire, le droit ou la durée d'indemnisation du chômage. C'est d'inciter, j'allais dire, les demandeurs d'emploi à aller vers des filières avec une plus grande employabilité. Après, c'est sans tenir compte, j'allais dire, des difficultés personnelles ou alors
dehors de la volonté tout simplement des demandeurs d'emploi. Mais voilà, en tout cas, la volonté du gouvernement est d'inciter fortement les demandeurs d'emploi à aller vers des métiers à forte employabilité. Bon, appelons un chat un chat. Ce débat, même s'il est excellent, je trouve qu'on a une très très bonne idée. Vraiment, je suis fier de nous. Bravo Frédéric Brindel. Mais il ne date parfait. Mais il ne date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, on entend feignant, t'es au chômage. Enfin bon, bref, vous savez ces fameuses phrases là. Vous, les vraies voix qui est autour de nous, est-ce que vous avez la sensation que cette loi va être incitative et qu'on a besoin d'être incité, Mathieu Hoc? Je ne sais pas si cette loi sera incitative en tant que telle. Par contre, et je souscris à ce que vous disiez sur le cas par cas qui est nécessaire. Mais le problème, c'est que c'est pas le rôle de l'État en fait de faire ça. C'est le gouvernement, lui, il fixe un cap, il fixe une politique macroéconomique. Les organes, enfin les collectivités qui ont la compétence de la formation, de l'emploi, de la réinsertion, c'est les régions et du développement économique. Ce sont les régions et c'est aux régions aussi de se saisir de leurs spécificités territoriales pour pouvoir faire de la dentelle et pour pouvoir ensuite après affiner les politiques publiques en matière de récupération et d'incitation au retour à l'emploi par des différentes aides, etc., pour pouvoir justement aider nos compatriotes en situation de chômage à pouvoir se réorienter, à pouvoir trouver un job en accord avec leur formation. Vous nous donnez votre avis au 0826 300 300. Est-ce que franchement c'est logique que les indemnités soient raccourcies ou est-ce que finalement c'est vraiment très dur parce qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver un emploi? 0826 300 300. Joseph Touvenel, c'est Pôle emploi d'agir en fait, hein, c'est ça aussi. On a vu que c'était complexe. Mais le réduire... Enfin, pensons à ceux qui sont vraiment dans la difficulté, qui sont pour moi prioritaires. Réduire leur temps d'indemnité, c'est réduire leur espoir de vie. C'est les mettre dans des grandes difficultés. C'est les mettre dans les systèmes sociaux où on va venir avec le RSA, etc. Donc la solution, c'est effectivement lutter contre la fraude parce qu'il y en a. Notamment par des gens qui sont un peu au chômage et qui travaillent au black. Responsabilité personnelle de ces personnes, responsabilité des entreprises. Moi, quand je passe sur les quais de Seine en venant de ma banlieue, devant un point P le matin, et que je vois 15 personnes qui sont là à attendre pour être embauchées au noir, si je les vois depuis des années, comment se fait que les services de l'État ne les aient pas vus depuis des années? Ça veut dire que ça, c'est une concurrence déloyale pour les personnes du bâtiment qui emploient légalement et qui payent les charges. Il y a peut-être un combat prioritaire là, avant de s'en prendre à ceux, pour un certain nombre, qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'il n'y en a pas dans leur région, parce qu'ils sont trop âgés. C'est aussi les priorités. Un mot sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, l'exemple de l'Allemagne et l'exemple de l'Angleterre, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est très intéressant, parce que quand ils ont pris des mesures, qu'est-ce qui se passe dans les statistiques? Il faut regarder les statistiques d'invalidité, ils ont explosé. C'est-à-dire qu'ils ont vidé leur masse de chômeurs. Alors en Angleterre, c'est en millions, hein. Ça dépasse le million de personnes qui étaient au chômage. On réduit les droits, on renforce les trucs, mais ces personnes deviennent invalides. Donc c'est toujours à la charge de la société, sauf que là c'est définitif, ils sont invalides. En Allemagne c'était le même jeu, quand on reprend les chiffres, c'est très intéressant de les mettre en parallèle, les mesures Hartz et le nombre d'invalides, comment il explose. Et j'ai pas cru comprendre qu'en Allemagne et en Angleterre, tandis que tout d'un coup il y a eu une pandémie qui nous a échappé et qui les a atteints. Bon, obligation aussi de faire des économies et c'est bien là le problème, Pierre-Yves Martin, c'est que nous y sommes. Le gouvernement n'a pas souhaité être un ponctionnaire, mais il faut maintenant trouver de l'argent. Oui, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir quel est dans leur étude, dans leur projection, quel est le gain prévu, le gain estimatif, savoir dans quel montant ça se chiffre. L'autre élément, c'est peut-être de revenir. Peut-être que le sujet, c'est pas tant la durée, c'est pas 18 mois versus 24 mois, parce qu'à la limite, si on renforce l'efficacité des différents acteurs de l'emploi et du travail, et qu'on se dit que on devient plus efficace pour former, dessiner des parcours adaptés et permettre aux personnes chômeurs de retrouver un emploi, et ben peut-être que 18 mois ça suffira, j'en sais rien. Peut-être qu'en fait c'est pas un sujet de durée, c'est peut-être un sujet de repenser la façon dont on accompagne d'incitation, ce qu'on disait tout à l'heure, ceux qui sont en recherche d'emploi et comment, voilà, dans un contexte quand même qui est plus compliqué, pour répondre à votre première question Frédéric, dans un contexte où la relation au travail est en pleine révolution et que voilà, avec le Covid, on ne pense plus de la même façon, on n'appréhende plus et on ne valorise plus de la même façon le travail. Donc du coup,
le travail est moins prioritaire dans le champ des priorités de l'existence. Donc du coup, ça sera peut-être pas si incitatif que ça, cette mesure de l'État. Quand vous posez la question de 0826 l'argent, 300 300, allez-y, c'est pas un Joseph. déficit ludique, hein. C'est plus 4,3 milliards le dernier chiffre. Donc 0826 300 300, vous pouvez nous appeler pour réagir à ce que vous entendez sur la radio du Parlons Vrai, Sud Radio, bien évidemment. On est toujours avec Olivier de Bordeaux. Olivier? Oui, je suis toujours là. Alors Olivier, vous êtes chômeur, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, et pas par choix. Et en plus, vous touchez moins que le RSA. Donc comment est-ce que ça vous fait réagir tout ce que vous venez d'entendre? Moi, je crois qu'on a déjà une philosophie qui pose problème. Moi, je trouve que c'est un peu un effet d'annonce idéologique qui pointe du doigt les gens qui sont déjà en difficulté. Il y a même dans cette philosophie, à mon sens, une arrogance et un mépris social des énarques qui nous pondent ces lois. Alors ça, c'était pour le commentaire. Pour ce qui est des économies, si on veut vraiment trouver de l'argent, c'est pas compliqué en France. On est devenu un paradis fiscal pour ultra riches. Ils payent 2% d'impôts alors que nous, on en paye 50%, les classes populaires, les classes moyennes. Donc après, il y a toujours le problème que si on leur prend l'argent, ils partent. Donc c'est toujours le débat, Olivier. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est un mythe. Propos, alors, Si on décide de les taxer, même s'ils partent, ils resteront. Ça posera pas le problème. Ça se fait aux États-Unis. Ça, on sait faire. C'est pas forcément un problème. Ça, c'est une remarque pour l'argent. Bon, après, moi déjà, je voudrais vous faire remarquer que 4 mois dans la vie de quelqu'un qui est dans la précarité, c'est long. C'est long, c'est important et ça représente beaucoup. Quand on est dans la précarité, qu'on cherche du travail, c'est compliqué aussi de se conditionner, d'être bien pour trouver du travail. Souvent, on conseille aux gens qui sont déjà en poste de trouver un travail parce que précisément, ils n'ont pas cette pression-là. Mais on l'a quand on est au chômage. C'est-à-dire que c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, j'ai 56 ans. Je sais que c'est mort. Je suis désolé. J'envoie 250 CV, je sais que c'est mort. Donc c'est comme ça, voilà. Vous cherchez dans votre domaine d'activité qui est donc le monde du spectacle ou vous ouvrez le monde du spectacle, je suis précaire dedans, mais c'est le seul où je trouve à travailler, moi, en fait. D'accord. Et moi, j'ai une licence, j'ai fait un master. Enfin bon, je suis diplômé en plus. C'est pas forcément la question. Il y a des statistiques RH. Moi, j'ai fait des études RH justement. Il y a des statistiques RH qui expliquent clairement que la première discrimination dans l'embauche, c'est l'âge. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Donc après, dans quelle société on veut vivre et comment, si on n'arrive pas à... Parce que c'est pareil pour l'emploi, moi j'y vais régulièrement, la formation professionnelle, tout ça c'est bien gentil, mais ils n'ont pas de moyens. Si on veut se faire payer une vraie formation, il n'y a pas de moyens. Voilà, il y a des limites, il y a des limites sur et on est nombreux, ce que je peux entendre à un moment donné. Donc oui, il faut tout repenser, mais en l'état, balancer une loi comme ça, alors qu'on n'a pas vraiment fait une réforme des moyens qu'on met pour aider les gens à trouver du travail, c'est encore une nouvelle discrimination qui va encore frapper les plus précaires. Bon, sur Pôle emploi, justement, il y a quelqu'un qui peut vous répondre. Oui, Florent Lefebvre, ce qu'on entend un peu dans les propos d'Olivier, c'est déjà du mécontentement et du malaise face à cette arrogance et ce mépris social. C'est lui qui dit ça des énarques qui veulent légiférer une énième fois. Également, le problème des moyens mis en œuvre pour les formations. Oui, de toute façon, aujourd'hui, malheureusement, effectivement, c'est un discours qu'on entend et qui est entendable et qu'on entend, j'allais dire, de plus en plus à l'accueil de Pôle emploi, puisqu'aujourd'hui, vous avez pu le voir, malheureusement, il y a de plus en plus, j'allais dire, Pôle emploi est le récipiendaire du mal-être social et du mal-être sociétal, j'allais dire, de demandeurs d'emploi. Et donc, aujourd'hui, quand on n'arrive pas, à résoudre ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient à l'accueil de Pôle emploi comme des différents services publics et on exprime un mal-être. Et souvent, ça s'exprime par, une augmentation des incivilités ou des agressivités parce que voilà, c'est le trop-plein qui fait déborder le vase et de temps en temps, ça débouche malheureusement sur des drames comme on l'a pu le voir. Mais c'est parce qu'on n'est pas en capacité de répondre à une situation de précarité sociale comme ça a pu être exprimé beaucoup de fois. Et effectivement, Pôle emploi fait au mieux avec les moyens qu'il a et après on peut toujours s'améliorer, tout le monde peut s'améliorer et l'institution peut et doit s'améliorer. Après, je ne sais pas si l'amélioration passe par forcément la digitalisation comme le veut aujourd'hui la grande tendance actuelle. Ouais, alors, bon, nous avons la présence dans nos trois vraies voix d'un syndicaliste, Joseph Touvenel. Est-ce que si on résume la situation comme ça,
Vous aviez une très bonne situation. Vous devenez senior, plus de 50 ans. Ça va être très difficile de retrouver un travail, sauf si vous acceptez de déménager à l'autre bout de la France, sauf si vous acceptez de faire moitié moins chaque mois en rentrée d'argent. C'est un peu ça l'idée ? C'est pour ça qu'il y a un certain Emmanuel Macron qui avait déclaré « Jamais, jamais nous ne toucherons aux lois sur la retraite, on demandera aux gens de travailler plus longtemps tant qu'on n'aura pas réglé le problème des seniors. » Eh bien, le jour où il a réglé le problème des seniors, effectivement, on pourra revoir sur ces mesures. C'est encore une promesse politique totalement inconséquente. C'est ce que vous mettez dans la balance, les syndicats. Alors, vous parlez uniquement au niveau de votre syndicat, mais il y a une intersyndicale quand même. Je ne suis pas les syndicats. Moi, ce que je pense, c'est sur l'UNEDIC. Confions la responsabilité vraiment aux partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat, syndicats. Que l'État nous laisse gérer nos affaires pour ce qui est des salariés du privé. Parce que quand on les gère, on peut s'engueuler tous les 3 ans ou tous les 4 ans, mais c'est pas mal fait. Regardez les retraites. Il y a une caisse de retraite obligatoire pour tous les salariés du privé. Surcomplémentaire du privé. Pas un déficit, pas un emprunt, 70 milliards de réserves. C'est géré par qui ? Par les partenaires sociaux. Que l'État nous laisse gérer nos affaires et nous laisse gérer l'emploi, notamment, et le chômage, peut-être qu'on sera plus efficace. Si on l'est pour les retraites, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas pour le travail. Merci à vous tous. Pierre-Yves Martin, que l'État laisse complètement les partenaires sociaux gérer, c'est un peu une utopie totale, non ? Non, pas forcément. Non, je suis assez d'accord. C'était pourtant la base au départ, mais c'est vrai que ça peut devenir une utopie. Quoi. Non, en tout cas, l'État n'a pas encore complètement démontré sa capacité à être un bon gestionnaire. Mais peut-être ça va venir à l'avenir. Et je trouve que c'est, en termes de tissu social et de représentativité, je trouve ça plutôt intéressant, ce concert de partenaires sociaux, mais dans lequel l'État doit quand même donner une ligne de conduite, un principe directeur. Bon, c'est l'heure de jouer, hein. Allez, remercions Florent The Lefebvre, quiz. secrétaire général du SIER-IDF, délégué du syndicat